L'appel de Cthulhu. D'êtres disposant de tels pouvoirs, on peut raisonnablement concevoir qu'ils survivent. La survivance d'une période immensément lointaine où la conscience manifestait peut-être par des formes et apparitions longtemps disparues dès avant la marée de l'humanité en formation, des formes dont la poésie et les légendes seules ont saisi la mémoire évanescente, l'ont appelé dieux, monstres, êtres mystiques de toutes sortes et espèces. Algernon Blackwood, trouvé dans les papiers du regretté Francis Wayland Thurston de Boston. Premier chapitre, une horreur d'argile. La chose la plus miséricordieuse en ce monde, je crois, c'est l'inaptitude de l'esprit humain à corréler tout ce dont il est témoin. Nous vivons sur une placide île d'ignorance, au milieu de noires mers d'infini, et cela ne veut pas dire que nous puissions voyager loin. Les sciences, chacune attelée à sa propre direction, nous ont jusqu'ici peu fait de tort. Mais rassembler nos connaissances dissociées nous ouvrira de si terrifiants horizons de réalité et la considération de notre effrayante position ici-bas que soit nous deviendrons fous de la révélation, soit nous enfuirons la lumière mortelle dans la paix et la sécurité d'une nouvelle ère d'obscurité. Les théosophes ont pressenti l'impressionnante grandeur du cycle cosmique où notre monde et la race humaine ne sont qu'un épisode transitoire. Ils ont fait allusion à d'étranges vestiges en termes qui vous glaceraient le sang si on ne les recouvrait pas d'un optimisme dérisoire. Mais ce n'est pas d'eux que j'emprunte ce singulier aperçu sur ces éternités interdites qui m'effraient quand je pense à elles et me rend fou quand j'en rêve. Ce que j'ai entrevu, comme tous ces redoutables aperçus de la vérité, a soudainement éclaté d'un rapprochement accidentel de choses disjointes, en ce cas celui d'un vieil article de journal et les notes d'un défunt professeur. J'ose espérer que personne d'autre n'entreprendra cette reconstitution, et certainement, si je vis, jamais je n'ajouterai consciemment maillon à si hideuse chaîne. Je crois que le professeur, lui aussi, avait l'intention de garder le silence quant à ce qu'il savait, et qu'il aurait détruit ses notes si la mort ne l'avait pas soudainement saisi. Ma découverte de tout cela remonte à l'hiver 1926-1927, avec la mort de mon grand-oncle George Gamel Angel, professeur émérite à la chaire des linguistes sémistes de l'université Brown, Providence, Rhode Island. Le professeur Angel était largement reconnu comme autorité en matière d'inscription ancienne, et les directeurs de musées prééminents avaient souvent recouru à son expertise. Nombreux sont donc ceux qui doivent se souvenir de son décès à l'âge de 92 ans. Et l'intérêt local fut multiplié par l'opacité des causes de cette mort. On avait frappé le professeur alors qu'il revenait du bateau de Newport, tombant brusquement, dit un témoin, après avoir été bousculé par un nègre déguisé en matelot, surgi d'une de ces sombres et louches ruelles de la colline abrupte débouchant sur le bord de mer au coin de William Street où habitait le défunt. Les médecins ne trouvèrent aucun dommage visible, mais conclurent, après un débat perplexe à quelques lésions inconnues du cœur, et que la brusque ascension de cette raide pente de la colline, par un homme si âgé, était la cause de sa fin. À l'époque, je ne vis aucune raison de mettre en cause ce diagnostic, mais plus tard je fus enclin à m'étonner, et plus que m'étonner. En tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand-oncle, qui mourut veuf et sans enfant, c'était le moindre que j'étudie ses papiers avec quelques minutie, et dans ce but, je déménagerai des caisses entières de dossiers chez moi, à Boston. L'essentiel du matériel que je compilais serait bientôt publié par la Société américaine d'archéologie, mais il y avait là une boîte que je trouvais curieuse à l'excès et que je me sentis peu disposé à montrer à d'autres yeux. Elle était cadenassée, et je ne trouvais pas la clé jusqu'à ce qu'il me vînt l'idée d'examiner le trousseau personnel que le professeur gardait toujours dans sa poche. Bien sûr, j'ai réussi alors à l'ouvrir, mais pour me conforter un obstacle plus fort et encore mieux protégé,
Quelle pouvait donc être la signification de ce bizarre bas-relief d'argile et de ce fatras de notes, coupures de journal et divagations que j'y trouvais? Mon oncle, sur ses vieux jours, était-il devenu crédule, la plus superficielle des impostures? Je me résolus à chercher quel sculpteur excentrique était responsable de cette apparente perturbation de la tranquillité d'esprit d'un vieil homme. Ce bas-relief était un rectangle brut de moins d'1 pouce d'épaisseur et de 5 à 6 pouces de long, bien certainement d'origine contemporaine. Ce qu'il représentait par contre était loin d'être moderne par l'atmosphère et la suggestion. Nombreuses et extravagantes sont les fantaisies du cubisme et du futurisme, mais elles ne reproduisent pas si souvent cette régularité énigmatique qui hante l'écriture préhistorique. Une sorte d'écriture, c'est ce que semble être la masse de ces motifs, mais dans toute ma mémoire, malgré une grande familiarité avec les écrits et collections de mon oncle, aucun moyen d'identifier celle-ci en particulier, ou même de lui trouver les affiliations les plus indirectes. Sur ces hiéroglyphes apparents, une figure d'une intention picturale évidente, même si son exécution impressionniste interdisait toute idée claire de sa nature. On aurait dit une sorte de monstre, ou un symbole représentant un monstre, d'une forme que seule une imagination malade pouvait concevoir. Si je dis qu'un genre d'imagination enfiévrée tentait de superposer simultanément les images d'une pieuvre, d'un dragon et d'une caricature humaine, je ne trahirais pas l'esprit de la chose. Une tête de poulpe avec des tentacules, surmontée d'un corps ridicule avec des écailles et des ailes rudimentaires, mais c'était l'impression générale de l'ensemble qui le rendait le plus terriblement effrayant. Au-delà de l'image, la vague suggestion d'une architecture cyclopéenne. Le texte qui accompagnait cette bizarrerie, hors une liasse de coupures de presse, était de l'écriture du professeur Angel, la plus récente, et ne voulait pas prétendre à un style littéraire. Ce qui semblait en être le document principal avait pour titre « Le culte de Cthulhu », en caractères méticuleusement tracés pour éviter toute erreur de lecture d'un mot aussi invraisemblable. Le manuscrit était divisé en 2 sections, la première ayant pour titre « 1925, rêve et travail du rêve de H.A. Wilcox, 7 Saint-Thomas Street, Providence, R.I. » et la seconde, récit de l'inspecteur John R. Legrasse, 121 Benville Street, La Nouvelle-Orléans, L.A., à AAAS Monseigneur, 1908, et notes sur même sujet, reprise du professeur Webb. Les autres manuscrits consistaient en brèves notes, quelques-uns rendant compte des rêves insolites de différentes personnes, d'autres consistant en citations de livres théosophiques et de magazines, notamment l'Atlantiste de William Scott Elliott et son Lost Memoria. Le reste en commentaires sur des sociétés secrètes, en survivance et les cultes cachés, avec des renvois au passage de quelques livres mythologiques ou anthropologiques de référence, comme le Rameau d'or de Fraser et le culte des sorcières en Europe et de l'Ouest de Madame Murray. Les coupures de presse se rapportaient à des cas disproportionnés de maladies mentales et d'affaires liées à une folie de groupe ou manie psychiatrique au printemps 1925. La première moitié du manuscrit principal raconte une histoire singulière. Cela se passa le 1er mars 1925, quand un frêle jeune homme à la peau brune, d'aspect très nerveux, voire excité, avait sonné chez le professeur Angel, apportant cet étrange bas-relief d'argile, à ce moment-là encore frais et humide. Sa carte indiquait le nom de Henry Anthony Wilcox, et mon oncle le reconnut pour le plus jeune fille d'une famille, comme il faut, de la ville, qu'il connaissait vaguement, qui étudiait la sculpture à l'école des beaux-arts du Rhode Island et vivait seul dans un appartement de l'immeuble Fleur de Lys, tout près de cette institution. Wilcox était un jeune homme précoce, de grand talent, mais de beaucoup d'excentricité,
et les étranges histoires et rêves bizarres qu'il avait l'habitude de raconter avaient depuis l'enfance frappé l'attention de ses proches. Il se disait lui-même psychiquement hypersensible, mais les gens, très collet montés de la vieille cité commerciale, le rejetaient simplement parce qu'efféminé et bizarre. Ne se mélangeant que rarement avec ses congénères, il avait progressivement brouillé toute visibilité sociale et n'était connu que d'un petit groupe d'esthètes de différentes villes. Même la Société des Arts de Providence, veillant à protéger son conservatisme, l'avait écarté comme sans espoir. À l'occasion de cette visite, continua le manuscrit du professeur. Le sculpteur demanda abruptement à bénéficier de la connaissance archéologique de son hôte pour identifier les hiéroglyphes du bas-relief. Il parlait d'une manière guindée et rêveuse, qui suggérait la pause et aliénait la sympathie. Et mon oncle montra quelque dureté dans sa réponse, puisque la peu discrète fraîcheur de la tablette impliquait une parenté avec tout, sauf l'archéologie. La réplique du jeune Wilcox, qui impressionna assez mon oncle pour qu'il s'en souvienne et la recopie au mot près, était d'une lancée extraordinairement poétique, qui devait être typique de sa conversation tout entière, et que depuis, j'ai trouvé très fortement caractéristique de ce qu'il était. Il dit « Évidemment que c'est neuf. Je l'ai faite la nuit dernière, mais à partir d'un rêve avec d'étranges cités, et les rêves sont plus vieux que la ruine de Troie, où se contemple le Sphinx, ou les terrasses de Babylone. » C'est alors qu'il raconta cette histoire, abracabrande, mais qui éveilla un souvenir endormi et provoqua l'intérêt fiévreux de mon oncle. Il y avait eu une légère secousse de tremblement de terre la nuit précédente, mais la plus importante qu'on ait ressentie en Nouvelle-Angleterre depuis plusieurs années, et l'imagination de Wilcox en avait été vivement affectée. En s'endormant, il avait eu un rêve comme jamais auparavant, il n'en avait jamais fait, avec de grandes et cyclopéennes cités faites de blocs titanesques et de monolithes tombés du ciel, tout dégoulinant de vases vertes dans une horreur sinistre et latente. Des hiéroglyphes couvraient les murs et les piliers, et à un moment déterminé, depuis un point au-dessous, était venue une voix, qui n'était pas une voix, une sensation de chaos, que seulement l'imagination pouvait transmuer en son, mais qu'il tenta de rendre par ce fouillis de lettres confus et quasi imprononçables, Cthulhuthang. Cette confusion verbale fut la clé du souvenir qui passionna et perturba tant le professeur Angel. Il questionna le sculpteur avec une minutie scientifique et étudia avec une intensité fébrile le bas-relief sur lequel le jeune homme s'était trouvé lui-même à travailler, vêtu de sa chemise de nuit et gelée, quand il s'était éveillé de façon ahurissante. Mon oncle s'excusa de son grand âge, me dit plus tard, Wilcox, pour sa lenteur, a identifié à la fois les hiéroglyphes et l'image. Plusieurs de ces questions semblèrent alors totalement hors de propos à son visiteur, et celles spécialement qui essayaient de relier le fait à des cultes bizarres ou des sociétés secrètes, et Wilcox ne put comprendre les promesses répétées de silence que lui firent offertes en échange de l'aveu de son admission dans quelque secte mystique ou de sa participation à telle religion paganiste. Quand le professeur Angel fut enfin convaincu que le sculpteur était effectivement ignorant de culte ou société de coutumes secrètes, il harcela son visiteur de demandes pour des récits ultérieurs de nouveaux rêves. Et cela porta ses fruits, puisqu'après cette première rencontre, le manuscrit rapporte des conversations quotidiennes avec le jeune homme, pendant lesquelles il raconte de saisissants fragments d'imagination nocturne où reviennent en permanence de terribles visions de pierres sombres et dégoulinantes, avec une voix souterraine ou une intelligence criant de façon monotone d'énigmatiques messages impossibles à transcrire, sinon comme charabia. Les deux sons les plus fréquemment reconnus étant ceux que rendent les mots Cthulhu et R'lyeh. Le 23 mars, continue le manuscrit, Wilcox ne revint pas. Une enquête chez lui révéla qu'il avait été frappé d'une fièvre d'origine obscure et transporté dans la maison familiale de Waterman Street. Dans la nuit, il avait hurlé, réveillant plusieurs des autres artistes de l'immeuble, et avait seulement manifesté, depuis lors,
des alternances entre délire et inconscience. Mon oncle téléphona aussitôt à la famille et, depuis ce moment, maintint une veille serrée sur l'affaire, appelant souvent à son cabinet de Thayer Street le docteur Tobey, dont il avait appris qu'il suivait le patient. L'esprit fiévreux du jeune homme, apparemment, était obsédé d'étranges choses et le docteur frissonna ici et là quand il en parlait. Elle ne consistait pas seulement en répétition, dans ce dont il avait auparavant rêvé, mais évoquait avec terreur une gigantesque chose, des kilomètres de haut, qui marchait ou au moins se déplaçait. À aucun moment, il n'avait parfaitement décrit cet objet, mais d'occasionnels mots affolés, tels que répétés par le docteur Tobey, convainquirent le professeur qu'il devait être identique à cette monstruosité sans nom qu'il avait tenté de dépeindre dans son onirique sculpture. La référence à cette chose, ajoutait le docteur, préludait invariablement la plongée du jeune homme dans une profonde léthargie. Sa température, et cela aussi était étrange, à peine au-dessus de la normale, mais sinon, sa condition tout entière évoquait plutôt un délire fiévreux qu'un désordre mental. Bonsoir Godel, comment vas-tu? Merci beaucoup à toi de venir faire coucou, ça me fait très plaisir. J'espère que ton week-end s'est bien passé. Et puis du coup, bienvenue, ce soir on fait des lectures horrifiques sur du Lovecraft. Et actuellement on est en train de lire du coup l'appel de Cthulhu. Et c'est le moment où on est en train de découvrir une créature assez perturbante, pourrait-on dire. Le 2 avril, vers 3 heures de l'après-midi, toute trace de maladie cessa soudain pour Wilcox. Il s'assit tout droit dans son lit, étonné de se retrouver chez ses parents et complètement ignorant de ce qui était arrivé dans le rêve ou la réalité depuis la nuit du 22 mars. Reconnu guéri par son médecin, il revint chez lui au bout de 3 jours, mais pour le professeur Angel, il n'était plus d'aucune aide. Toute trace de ses rêves étranges s'était évanouie avec sa guérison, et mon oncle cessa d'en prendre note après une semaine de compte-rendu inutiles et insignifiants, plus rien que des visions habituelles. Ça va, j'apprécie de t'écouter, je connais pas du tout, mais j'aime bien. Et si t'aimes bien ce qui est un peu horreur, il y en a beaucoup de lectures, il a fait beaucoup d'œuvres, Lovecraft. J'en ai déjà pas mal lu depuis le début d'Halloween, tu peux les retrouver en description en dessous si tu veux. Mais ouais, c'est assez à fois posé et c'est un peu la base en fait de tous les trucs horrifiques qu'on a aujourd'hui. Du coup, je trouve ça assez intéressant à découvrir. Mais du coup, merci beaucoup à toi et bienvenue. Installe-toi, mets-toi bien. Hello avec du retard, comment vas-tu? Et bonjour à toi, Ether, je vais très bien. Et puis t'inquiète pas pour le retard. Comme d'habitude, tu viens quand tu veux. Et puis du coup, je vais très bien. Très content de vous faire découvrir enfin l'appel de Cthulhu, pour avoir plus ou moins aperçu Cthulhu dans plusieurs nouvelles. Ici cessait la première partie du manuscrit, mais des références à certaines des notes éparpillées me donnèrent assez de matériaux pour penser, tellement en fait que seul le scepticisme invétéré qui formait alors ma philosophie pouvait compter pour maintenir ma méfiance à l'égard de l'artiste. Les notes en question consistèrent en la description des rêves de différentes personnes couvrant la même période que celle pendant laquelle le jeune Wilcox avait eu ses étranges visitations. Mon oncle, semblait-il, avait institué en un temps record un prodigieux filet pour en quitter auprès de tous ses amis, ceux qu'il pouvait questionner sans impertinence sur les comptes rendus de leurs rêves nocturnes et les dates de toute vision remarquable dans le temps précédent. Le retour de ces requêtes semblait assez variable, mais il dut à la fin avoir reçu plus de réponses qu'un homme ordinaire put négocier sans l'aide d'un secrétariat. Les originaux de cette correspondance n'avaient pas été préservés, mais ces notes en produisaient un résumé épais et réellement signifiant. La moyenne des gens dans la société et les affaires, le traditionnel sel de la terre de notre Nouvelle-Angleterre, renvoya un résultat presque entièrement négatif, malgré quelques cas dispersés d'impressions nocturnes, sans forme et difficiles d'appréciation ici et là,
toujours entre le 23 mars et le 2 avril, la période du pire délire du jeune Wilcox. Les scientifiques étaient légèrement plus affectés, avec 4 cas de vagues descriptions qui suggéraient des fugitifs aperçus d'étranges paysages et, dans un cas, la mention de quelque chose d'anormal. Je suis bien installé, mais il faut, avec petit plaid, petit thé. C'est le dimanche chill. C'est des artistes et des poètes que vint la réponse pertinente, et je sais que la panique en aurait brisé le détachement s'ils avaient pu, eux aussi, comparer ces notes. Tel que c'est, et faute de lettre originale, je suspecte à demi le compilateur d'avoir posé des questions plutôt suggestives, ou d'avoir trié sa correspondance pour corroborer ce qu'il était décidé maintenant à résoudre. C'est pourquoi je continuais à penser que Wilcox, sachant de quels anciens savoirs disposait mon oncle, avait dû impressionner à ce point le vieux savant. Les réponses des esthètes créent une histoire perturbante. Du 28 février au 2 avril, une large proportion d'entre eux avaient rêvé à des choses très anormales, l'intensité des rêves devenant sans commune mesure plus forte pendant la période du délire du sculpteur. Environ un quart de ceux qui rapportèrent quelque chose rapportèrent des scènes et des perceptions sonores pas si différentes que celles décrites par Wilcox. Et plusieurs des rêveurs confessèrent la peur aiguë d'une chose gigantesque et sans nom qu'ils apercevraient sur la fin. L'un notamment, un architecte de renom que ses penchants portaient vers la thésopésie et l'occultisme, fit une crise de folie violente à la date de la crise du jeune Wilcox et expira plusieurs mois plus tard après des cris incessants pour qu'on le délivre de quelques résidents échappés de l'enfer. Mon oncle se serait-il appuyé, pour ces cas, sur des noms au lieu de se contenter de chiffres que j'aurais tenté une investigation personnelle pour les corroborer. Mais, même de toute façon, je réussis à remonter à la source de quelques-uns, et ceux-là, déjà, remplissent certaines notes en entier. Je me suis souvent demandé si tous les sujets de l'enquête du professeur avaient perçu les mêmes troubles que ceux décrits dans ces notes. Il est patent qu'aucun d'eux ne disposait d'une explication à cet égard. Les coupures de presse, comme je m'en étais douté, concernaient des cas de panique, manie et excentricité durant cette même période. Le professeur Angel avait dû recourir au service d'une agence de presse parce que le nombre des articles était impressionnant et les sources se répartissaient partout autour de la Terre. Là, c'était un suicide nocturne à Londres, où un dormeur isolé avait sauté d'une fenêtre après un cri horrible. Là, de la même façon, les élucubrations de l'éditeur d'un journal en Amérique du Sud, où un fanatique déduisait un futur désastreux de visions qu'il avait eues. Un envoi de Californie décrivait une colonie thésopéiste, revêtant en masse des robes blanches en vue d'un glorieux accomplissement qui ne se produisit jamais, tandis que des coupures en provenance des Indes parlaient avec circonspect de troubles indigènes sérieux à la fin du mois de mars. Des orgies vaudou se multipliaient en Haïti et les câbles d'Afrique rapportaient d'inquiétantes révoltes. Des officiers américains aux Philippines eurent des ennuis avec certaines tribus et, à New York, toujours cette nuit du 22 au 23 mars, des policiers furent assaillis par une foule de lévantins hystériques. L'ouest de l'Irlande, aussi, fut plein de rumeurs violentes et de légendes, et un peintre fantastique nommé Ardois Bonneau exposa un blasphématoire, paysage de rêve, au salon de printemps de 1926 à Paris. Et encore plus nombreux furent les troubles enregistrés dans les asiles psychiatriques, et seul un miracle a pu stopper la corporation médicale de révéler ces étranges parallélismes et d'en tirer des conclusions perplexes. Un drôle de paquet de coupures de presse ainsi mises ensemble, et je peux difficilement accepter aujourd'hui le rationalisme insensible avec lequel je le mis de côté, mais j'étais alors convaincu que le jeune Wilcox savait dès le départ les affaires plus anciennes mentionnées par le professeur.
Récit de l'inspecteur Legrasse. Ces affaires plus anciennes, qui avaient rendu le rêve du sculpteur et son bas-relief si significatifs pour mon oncle, formaient le thème de la seconde moitié de son long manuscrit. Une fois déjà, semblait-il, le professeur Angel avait vu cette cauchemardesque figure et approché cette monstruosité sans nom, avait buté sur les hiéroglyphes inconnus et entendu les détestables syllabes qui ne pouvaient être rendues que par Cthulhu. Et tout cela dans une connexion aussi troublante et horrible que c'est peu étonnant qu'ensuite il ait poursuivi le jeune Wilcox de ses requêtes et demandes de précision. Cette précédente affaire eut lieu en 1908, 17 ans plus tôt, quand la Société américaine d'archéologie tint son colloque annuel à Saint-Louis. Le professeur Angel, comme le justifiaient son autorité et ses publications, avait une part prééminente dans tous les débats, et fut un des premiers à être approché par nombre de personnes extérieures qui avaient pris avantage de l'Assemblée pour soumettre des questions qui exigeaient réponses précises ou des problèmes demandant avis d'experts. Le plus remarqué de ces personnes extérieures au colloque, et qui en devint en peu de temps le centre d'intérêt tout entier, était un homme d'apparence commune, d'âge moyen, qui avait fait tout le voyage depuis la Nouvelle-Orléans pour certaines informations spéciales qu'il ne pouvait obtenir des sources locales. Il s'appelait John Raymond Legrasse, inspecteur de police de profession. Il apportait avec lui la raison de sa visite, apparemment une très ancienne statuette de pierre, mais ridicule et répulsive, dont il désespérait de déterminer l'origine. La statuette, idole, fétiche ou quoi que ce soit fût, avait été saisie plusieurs mois auparavant dans les marécages boisés au sud de la Nouvelle-Orléans, durant une équipée contre un prétendu rassemblement vaudou, et si singuliers et hideux étaient les rites qu'ils surprirent que la police fut forcée de réaliser qu'ils étaient tombés sur un sombre culte qui leur était totalement inconnu et infiniment plus diabolique que même le plus noir des cercles vaudous africains. De son origine, hors les contes incroyables et erratiques arrachés aux participants capturés, on ne découvrit absolument rien. De là, la préoccupation de la police à remonter toute tradition ancienne qui pourrait les aider à définir l'effrayant symbole et grâce à cela, pister le culte jusqu'à sa principale source. L'inspecteur Legrasse était peu préparé à la sensation que fit son offre. La seule vue de la chose avait suffi à provoquer dans l'assemblée des hommes de science un état d'excitation intense, et ils ne perdirent pas de temps pour l'entourer et regarder la minuscule figure dont l'infinie étrangeté et l'air d'antiquité, vraiment abyssal, renvoyaient si puissamment à des horizons inouïs et archaïques. Aucune école connue de sculpture n'avait précédé ce terrible objet, bien que des siècles et même des milliers d'années semblaient s'accumuler dans la sombre surface verdâtre de la pierre mystérieuse. La statuette qui, finalement, passa lentement de main en main pour une étude serrée et attentive, faisait 7 à 8 pouces de hauteur, d'un artisanat exquisamment artistique. Elle représentait un monstre, d'un dessin vaguement anthropoïde, mais avec une tête, comme celle d'une pieuvre, dont le devant était masse de tentacules, un corps écailleux, avec l'apparence de caoutchouc, de prodigieuses griffes sur les pattes avant et arrière, et de longues et étroites ailes dans le dos. La chose, qui semblait exhaler d'elle-même peur et cruauté surnaturelle, était de corpulence plutôt bouffie, diaboliquement accroupie sur un socle ou piédestal rectangulaire, couvert d'indéchiffrables caractères. Le bout des ailes touchait le bord arrière du bloc, le tronc accroupi, le centre, tandis que les longues griffes recourbées, celles des pattes arrière ramassées, agrippaient le rebord avant et retombaient sur la base du socle. La tête, céphalopode, penchait en avant, de telle façon que l'extrémité des tentacules faciaux couvrait l'arrière de gigantesques griffes avant et étreignait les genoux repliés du monstre. L'aspect de l'ensemble semblait anormalement vivant, et le plus subtil de cette peur avait pour source qu'il soit si totalement inconnu. Et d'évidence un âge impressionnant
énorme et incalculable. Pas un lien cependant qui puisse le relier à n'importe quel type d'art des civilisations récentes, et pas plus de n'importe quel autre. Indépendamment de cela, sa propre matière était un mystère, parce que la pierre savonneuse, d'un vert sombre avec ses mouchetures et irritations dorées et iridescentes, et ses stries, ne ressemblait à rien de familier en géologie ou minéralogie. Les signes sur le socle étaient un même défi, et aucun des savants présents, même s'ils représentaient la moitié des experts mondiaux dans leur champ, ne pouvait élaborer la moindre notion, même à partir des affinités linguistiques les plus éloignées. Comme le sujet et comme son matériau, ils appartenaient à quelque chose d'horriblement éloigné et séparé de l'humanité telle que nous la connaissons. Quelque chose d'effroyablement suggestif de vieux et impie cycle de vie auquel ni notre monde ni nos conceptions n'avaient part. Et tandis que les savants secouaient sévèrement leur tête et confessaient à l'inspecteur leur défaite, il y avait un homme qui, dans cette expectative, suspectait une touche de familiarité bizarre de cette forme monstrueuse et ses écrits, et qui, à présent, évoquait avec une réticence mal assurée quelques curieuses vétiles de sa connaissance. Cette personne... Ah, cette peur. Ah, tu m'as fait... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le gif que tu offres à Nigel Labio, Pablo. Merci beaucoup pour lui. Mais tu m'as fait si peur. Exactement ça. C'est Guadapanic, là. C'est Guadapanic qu'il faut mettre. Merci beaucoup, Pablo, du coup, pour le gift de ça. Mais ça me fait très plaisir. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi, d'ailleurs. Installe-toi et mets-toi bien avec nous. Et... et une peur incroyable que tu viens de me faire, comme à chaque fois que une soundbox apparaît pendant ce live lecture de l'horreur. C'était drôle. Bah tu m'étonnes, ça devait être sympa de votre côté. Moi j'ai vraiment fait une grosse crise cardiaque. J'étais pas bien du tout. Mais du coup bonsoir à toi Pablo. Et encore une fois merci beaucoup. Pardon, Salouine aussi trop content d'être là pour cette lecture. Bah merci énormément à toi en plus. Et oui, t'en as offert 3, mais incroyable. Merci énormément à toi. C'est trop sympa. Merci énormément pour ton soutien. Et t'inquiète pas, ça fait partie du jeu, ça fait partie des plaisirs du live. C'est aussi pour ça que j'ai mis que j'ai modifié les alertes en mode horrifique, sinon c'est pas très drôle. Si ça aurait été les classiques. Et aussi le follow qui est très marrant. Mais c'est fait pour, t'inquiète pas. Cette personne était le regretté William Channing Webb, professeur d'anthropologie à l'université de Princeton et explorateur d'envergure. Le professeur Webb avait été engagé 48 ans auparavant dans une expédition au Groenland et en Islande à la recherche d'inscriptions runiques qu'il ne réussit pas à dénicher. Et tandis qu'ils étaient sur la côte ouest du Groenland, ils avaient rencontré une singulière tribu ou secte d'esquimaux dégénérés dont la religion, une curieuse forme d'adoration diabolique, les avait fait frissonner par son goût du sang et sa répulsivité. C'était une foi de laquelle les autres esquimaux savaient très peu et qu'ils mentionnaient seulement en tremblant, disant qu'elle provenait d'âges horriblement anciens, d'avant même que le monde existe. Outre des rites sans nom et des sacrifices humains, il continuait d'étranges rituels héréditaires en vénération d'un diabolique et suprême aîné, dit Tornazuk. Et de ce culte, le professeur Webb avait établi une transcription phonétique scrupuleuse, obtenue d'un très vieil Angekok, ou prêtre sorcier, transcrivant dans l'alphabet romain du mieux qu'il le pouvait les sons reconnus. C'était, témoigna le professeur, un très brut bas-relief de terre, arrangé autour d'une image hideuse et d'écrits énigmatiques, et pour autant qu'il pouvait s'en souvenir,
Il y avait un parallèle brutal avec chacune des caractéristiques essentielles de cette bête immonde qui était là maintenant, posée devant l'assemblée. Ces faits, reçus avec émotion et surprise par les membres du colloque, semblèrent doublement prometteurs à l'inspecteur Legrasse. Il commença aussitôt à presser de questions son informateur. Ayant remarqué et recopié un rituel oral parmi les adorateurs que ces hommes avaient arrêtés dans les marais, il implora le professeur de se remémorer le mieux qu'il le pouvait les syllabes recueillies à l'époque des Esquimaux satanistes. S'ensuivit une exhaustive recollection de détails et une pause d'un silence très dense quand à la fois le détective et le professeur constatèrent ensemble cette parenté virtuelle d'une phrase commune aux infernaux rituels que tant de monde séparait. Ce que chantaient à la fois les sorciers esquimaux et les prêtres de la secte des marais de Louisiane à leur similaire idole se transcrivait à peu près comme suit, la division des mots étant conjecturée d'après les pauses traditionnelles de la phrase quand chantait à haute voix. Flingli malang ham, klulul rail wang lang flatang. Legrasse avait une étape d'avance sur le professeur Webb parce que plusieurs des métis prisonniers lui avaient répété ce que les plus anciens célébrants leur avaient enseigné quant à la signification de ces mots. Cette phrase, selon lui, signifiait en gros ceci. Ici, dans sa maison de Riley, Cthulhu mort continue de veiller. Alors, à la demande expresse et urgente, l'inspecteur Legrasse raconta avec autant de détails que possible son expérience avec les adorateurs des marais, racontant une histoire à laquelle je constatais que mon oncle avait attaché une extrême importance. Elle avait la saveur des rêves les plus primitifs des faiseurs de mythes et théosophes, et dévoilait un étonnant degré d'imagination comique parmi ces parias et sans caste, dont on ne s'attendait certainement pas à ce qu'ils en disposent. Le 1er novembre 1907, parvinrent à la police de la Nouvelle-Orléans des injonctions affolées depuis les marais et la contrée des Bayous, au sud de la ville. Les habitants du lieu, descendants des esclaves amenés par Jean Lafitte, primitifs mais d'un bon naturel, étaient sous l'emprise d'une terreur blanche. Cette nuit-là, une chose inconnue avait volé au-dessus d'eux. Cela tenait apparemment du vaudou, mais d'un vaudou de la plus terrible sorte qu'ils n'avaient jamais connu, et quelques-unes de leurs femmes, quelques-uns de leurs enfants, avaient disparu depuis que les maléfiques tam-tam avaient commencé leur incessante frappe, loin à l'intérieur des sombres bois hantés où nul habitant ne s'aventurait jamais. C'étaient des cris malades, des cris déchirants, des chants à glacer l'âme et des danses dignes des flammes de l'enfer, et les messagers terrorisés finissaient en disant que les gens ne pouvaient plus le supporter. On envoya un corps de 20 policiers, dans 2 carrioles et une automobile, qui arrivèrent sur les lieux en fin d'après-midi, guidés par un des habitants effrayés. Au bout de la route, encore carrossable, ils allumèrent leurs lanternes et avancèrent en silence à travers ces terribles bois de cyprès où le jour ne pénètre jamais. D'affreuses racines et des lianes mousseuses pendantes les assaillaient, et ici et là, des amoncellements de pierres ruisselantes ou les fragments d'un mur pourrissant que rendait plus obsédant la morbide habitation disparue, amplifiait la dépression créée par les arbres déformés et les champignons sur leur amas spongieux. Tout à la fin, surgit à la vue l'implantation des colons, quelques misérables huttes blotties, et les hystériques habitants se précipitèrent pour se serrer autour du groupe des lanternes flottantes. On entendait encore maintenant le bruit assourdi des tam-tams, mais loin, loin devant, et un hurlement figé arrivait par intervalles irréguliers quand le vent portait. Une lueur rouge semblait de plus filtrer sous les pâles embranchements, au-delà des avenues sans fin de la forêt dans sa nuit. Restant seul, à contre-cœur, chacun des habitants effrayés refusa catégoriquement d'avancer d'1 pouce au-devant des scènes d'adoration impies, et l'inspecteur Legrasse, avec ses 19 collègues,
plongea sans guide dans les arcanes de la plus noires horreurs qu'aucun ait jamais poursuivi. La zone dans laquelle entraient maintenant les policiers était une des celles à la réputation maudite, globalement inconnue et qu'aucun homme blanc n'avait traversée. Il y avait les légendes d'un lac caché, jamais observé par la vue d'un mortel, au fond duquel résidait une chose géante et sans forme, tentaculaire, aux yeux luminescents, et les colons chuchotaient que des démons ailés s'envolaient des cavernes souterraines pour l'adorer à minuit. Ils disaient que c'était là, avant d'Iberville, avant la Salle, avant les Indiens, et même avant les bêtes naturelles et les oiseaux de leur bois. C'était un cauchemar en soi, et le voir, c'était mourir. Et cela rendait fous les hommes, et ils en savaient assez pour s'en tenir à l'écart. L'orgie vaudou, qui avait lieu en ce moment-là, était bien sûr sur le bord du plus extrême de cette contrée abhorrée, et c'était déjà lieu maudit. D'où peut-être que le lieu même choisi pour le sinistre fête était terrifier les colons encore plus que les cris odieux et les incidents. Seule la poésie ou la folie pourrait rendre justice à ces bruits qu'entendirent les hommes de Legrasse alors qu'ils se frayaient leur chemin dans le marais, approchant de la lueur rouge et de la rumeur assourdie des tam-tams. Il y a des qualités vocales spécifiques aux hommes comme d'autres spécificités aux bêtes, et c'est terrible d'en entendre une quand la source devrait en être l'autre. La furie animale et la licence de l'orgie se conjuguaient elles-mêmes à une hauteur démoniaque, tant les cris et braillements d'extase se déchiraient et réverbéraient à travers la nuit des bois comme les tempêtes pestilentielles des golfes de l'enfer. Parfois, les ululements moins organisés cessaient, et de ce qui semblait un chœur de voix rauque, plus construit, leur parvenait dans un chant d'ensemble cette hideuse phrase ou rituel. Falanglam henglanafan, Cthulhu relen wang hengdan flan. Alors les hommes, ayant atteint un lieu où les arbres étaient tout maigres, déboulèrent soudainement à la vue du spectacle lui-même. Les 4 premiers chancelèrent, l'un s'évanouit, et 2 furent pris par des spasmes d'un cri transi, que la folle cacophonie de l'orgie heureusement recouvrit. Legrasse arrosa d'eau du marais le visage de l'homme évanoui, et tous s'avancèrent tremblants et presque hypnotisés par l'horreur. Dans une clairière, au milieu des marais, il découvrait une étendue herbeuse de peut-être 1 hectare, sans un seul arbre et à peu près sèche. Sur celle-ci se tortillait et bondissait la horde indescriptible d'une humanité anormale, qu'il faudrait être Sidney Sim ou Antonia Gollara pour la peindre. Sans plus de vêtements, cette engeance hybride braillait et beuglait, se tordant devant un monstrueux feu en forme d'anneau, dans le centre duquel, que révélaient les occasionnels éclats du rideau de flammes, on apercevait un grand monolithe de granit d'environ 8 pieds de haut, et tout au-dessus, incongru par la différence d'échelle, l'infecte statuette gravée. Et en large cercle, à intervalles réguliers du monolithe dressé au milieu des flammes, les 10 échafauds, avec, la tête en bas, les corps mutilés des infortunés habitants qui avaient disparu. C'est dans ce cercle que la ronde des adorateurs sautait et hurlait, la direction générale de leurs mouvements allant de gauche à droite dans une bacchanale sans fin entre le cercle des corps et le cercle du feu. C'est peut-être seulement l'imagination, et peut-être seulement une réminiscence, qui conduisit un des hommes, un hispanique émotif, à croire qu'il entendait les réponses antiphoniques au chant du rituel surgir du fond lointain et obscur de ces bois remplis d'anciennes légendes et d'horreurs. Plus tard, cet homme, Joseph des Galvez, je le rencontrerai et je l'interrogerai, et il se révéla effectivement enclin à l'imagination. Il allait si loin qu'il me dit avoir entendu le faible battement de grandes ailes et aperçu l'éclat d'yeux brillants et une colossale masse blanche au-delà des arbres. Mais je suppose qu'il avait accordé trop d'importance aux superstitions locales. Le temps d'arrêt horrifié des hommes ne fut que de courte durée.
Le devoir venait d'abord, et, bien qu'il dût avoir près d'une centaine de ces célébrants bâtards dans une foule, les policiers se fièrent à leurs armes à feu et plongèrent résolument dans l'attroupement. Pendant 5 minutes, ce qui en résulta du tumulte et du chaos fut au-delà de toute description. Ce fut une rixe agressive, des coups de feu furent tirés et beaucoup s'échappèrent, mais à la fin, le Grasse put compter 47 prisonniers rebelles qu'il força à se rhabiller en hâte et rangea en ligne entre 2 rangs de policiers. 5 des sectateurs étaient morts et 2 gravement blessés que leurs compagnons prisonniers emportèrent sur des civières improvisées. Et le Grasse, bien sûr, se saisit précautionneusement pour l'emporter de la statuette sur le monolithe. Examinés au quartier général, après un retour sous grande pression et abattement, les prisonniers se révélèrent tous être des hommes d'un rang très bas, mentalement aberrants et de sang mêlé. La plupart étaient des marins, avec quelques nègres et mulâtres, principalement des Indiens ou des Portugais des îles du Cap-Vert, donnant à ce culte hétérogène sa couleur de vaudouisme. Mais, avant même qu'on leur pose des questions, il était manifeste qu'on touchait à quelque chose de beaucoup plus profond et ancien que des superstitions de nègres. Avélie et ignorante comme elle l'était, ces créatures révélaient avec une consistance surprenante l'idée centrale de leur affreuse foi. Elles adoraient, disait-il, de très grands anciens, qui vivaient des éternités avant qu'il y eût des hommes arrivés du ciel dans le monde tout jeune. Ces grands anciens étaient répartis maintenant au fond de la terre et sous la mer, mais leurs momies avaient transmis leurs secrets aux premiers hommes en rêve, engendrant ce culte qui n'avait jamais plus disparu. C'était ce culte et les prisonniers disaient qu'il avait toujours existé et ne disparaîtrait jamais, caché dans des lieux lointains et sombres tout autour du monde, jusqu'au temps où le grand prêtre Cthulhu, depuis sa noire demeure dans la puissante cité de Riley sous la mer, se lèverait et soumettrait à nouveau la terre à sa domination. Un jour, quand les astres seraient prêts, il l'appellerait et le culte secret attendrait jusque-là pour le libérer. Et il ne dit rien de plus. Il y avait un secret que même la torture n'obtiendrait pas. L'humanité n'était pas seule parmi les choses conscientes de la Terre, et des formes surgissaient de l'ombre pour visiter ces quelques croyants. Mais elles n'étaient pas les très grands anciens. Aucun homme n'avait jamais vu les grands anciens. L'idole sculptée représentait le grand Cthulhu, mais personne pour dire si les autres étaient exactement comme lui. Personne ne savait lire les anciennes écritures maintenant, mais certaines choses s'en étaient transmises de bouche à oreille. Les rutiels chantés n'étaient pas le secret, on n'en parlait jamais à voix haute, seulement en chuchotant. Le chant signifiait seulement ceci: en cette demeure de Riley, Cthulhu le mort attend, en rêvant. Seulement 2 des prisonniers furent déclarés assez mentalement responsables pour être pendus, et on dispersa les autres dans diverses institutions. Tous daignèrent avoir eu part au meurtre rituel, et prétendaient que la tuerie avait été accomplie par les grands noirs ailés, qui avaient surgi depuis leur antre immémorial au fond des bois hantés. Mais on ne put rien en tirer d'autre concernant ces mystérieux ailés. Le peu que la police put apprendre, elle le dut à un métis, immensément vieux, du nom de Castro, qui prétendait avoir connu d'étranges porcs, et parlé aux immortels chefs de leur culte dans la montagne de Chine. Le vieux Castro se remémorait par morceaux de légendes qui refoulaient hideusement les spéculations des théophistes et faisaient paraître l'homme et son monde à la fois récents et transitoires. Il y avait eu ces âges lointains où d'autres êtres ordonnaient la terre et qu'ils avaient fondé de grandes villes. On trouve encore de leurs restes. Lui avait dit les immortels de la Chine, dans quelques pierres cyclopéennes des îles du Pacifique.
Ils avaient tous disparu à de vastes époques de temps avant que l'homme paraisse, mais il y avait des instructions qui pouvaient les faire revivre lorsque les étoiles seraient revenues à leur exacte position dans le cycle de l'éternité. Eux-mêmes étaient bien sûr venus des étoiles et avaient apporté avec eux leur image. Ces grands anciens, expliqua aussi Castro, n'étaient pas faits de chair et de sang. Ils avaient une forme. Est-ce que cette image façonnée dans les étoiles ne le prouvait pas? Mais cette forme n'était pas une substance. Quand les étoiles s'ordonneraient, ils pourraient plonger de monde en monde, à travers l'espace. Mais quand les étoiles se désalignaient, ils ne pouvaient plus vivre. Mais même s'ils ne vivaient pas, ils ne mouraient pas cependant. Ils se fondaient, à leur antre de pierre, dans leur grande cité de Rayleigh, que préservaient les incantations du puissant Cthulhu par une glorieuse résurrection quand les étoiles de la terre seraient prêtes à nouveau pour eux. Mais quand ce temps serait venu, des forces du dehors devaient être prêtes pour libérer leur corps. Je dois filer, mais je reste en plus un. Des bisous, Tiamax. Il n'y a pas de souci. Merci à toi déjà d'être venu. Ça m'a fait très plaisir. Puis merci à toi de rester en plus un. Et puis du coup, bonne soirée à toi. Et sûrement au plaisir de se revoir demain si tu streams. Puis sinon, à très bientôt. Puis bonne soirée à toi. Des bisous. De maintenant, les enfants, on se revoit très vite. Et au plaisir de se revoir très vite. Je ne sais pas quand, mais au plaisir. Et puis bon courage pour cette semaine aussi, j'avais oublié. Quand ce temps serait venu, des forces du dehors devaient être présentes pour libérer leur corps. Ces incantations, qui les préserveraient intacts, les empêcheraient de recommencer depuis le début, et ils pouvaient seulement rester éveillés dans la nuit et méditer, tandis que des millions d'années innombrables passaient. Ils savaient tout ce qui se passait dans l'univers, mais leur mode de parole consistait en transmission de pensées. Maintenant même, ils parlaient depuis leur tombe. Quand, après des infinités de chaos, vinrent les premiers hommes, les très grands anciens chuchotèrent aux plus sensibles d'entre eux en formant leurs rêves, et c'est seulement ainsi que leur langage pouvait atteindre les esprits de chair des mammifères. Dès ce moment, raillait Castro, ces premiers hommes avaient inauguré ce culte autour de petites idoles que les grands anciens leur avaient montrées, des idoles apportées des contrées lointaines, d'au-delà des étoiles. Et tant que les étoiles ne seraient pas de nouveau alignées, jamais ce culte ne mourrait, et ces prêtres secrets un jour relèveraient le grand Cthulhu de sa tombe pour faire revivre les siens et remettre la terre sous sa loi. Et ce temps serait aisé à reconnaître, parce que l'humanité alors serait devenue comme l'étaient les grands anciens, libres et sauvages, et tous les hommes criant et tuant et révélant leur joie. Alors les grands anciens, libérés, leur apprendraient de nouvelles manières de crier et tuer et se réjouir, et toute la terre s'enflammerait dans un holocauste d'extase et de liberté. Et c'est pour cela que ce culte, avec les rites appropriés, devait garder vivante la mémoire des anciennes voix et entretenir secrètement la prophétie de leur retour. Dans les temps les plus anciens, des hommes choisis avaient parlé de leurs rêves aux grands anciens depuis leur tombe, mais quelque chose alors s'était produit. Rayleigh, la grande cité de pierre avec ses sépulcres et ses monolithes, avait sombré sous la mer, et les eaux les plus profondes, lourdes de mystères originels que les pensées mêmes ne pouvaient traverser, avaient interrompu l'échange spectral. Mais la mémoire n'en était jamais morte. Les grands prêtres disaient que la ville aussi se lèverait à nouveau quand les étoiles s'aligneraient. Alors,
sortiraient de dessous la terre les noirs esprits de la terre, tout moisi et indistinct, et plein de rumeurs saisies depuis leur caverne oubliée dans les fonds des mers. Mais d'eux, le vieux Castro n'osait trop parler. Il se retrancha brusquement sur lui-même, et aucun effort de persuasion ou détournement subtil ne put lui arracher rien de plus dans cette direction, tout comme, curieusement, il n'avait rien voulu évoquer dans la taille des grands anciens. Le lieu central de ce culte, pensait-il, était dans les déserts sans route de l'Arabie, où la ville des piliers, Irem, rêvait vierge et cachée. Il n'était pas relié au culte de sorcellerie européen et était quasiment inconnu au-delà de ses propres pratiquants. Aucun livre n'en avait réellement rendu compte, même si les immortels de la Chine disaient qu'on pouvait lire à double sens le Necromicon de l'arabe Abdul al-Azred, et que les initiés pouvaient en décider ainsi, notamment pour le couplet à l'interprétation si controversée. N'est pas mort ce qui éternellement repose, et dans les longues éternités, même la mort peut mourir. Citation que nous avons déjà recroisée dans notamment les cités perdues, la ville perdue, que nous avions lu, mais que nous avons aussi croisé dans d'autres, pouvons aussi recroiser dans d'autres œuvres que nous avons déjà évoquées dans ces lectures. Le Grasse, profondément impressionné, et pas qu'un peu secoué, avait prolongé son enquête vers les affiliations historiques de ce culte. Castro leur avait dit vrai en affirmant que tout cela restait pleinement secret. Les experts de l'université Tulane ne purent éclairer ces lanternes ni sur le culte, ni sur la statuette, et c'est ainsi que le policier s'en était venu requérir les plus hautes autorités du pays et se trouvait en présence de ce que le professeur Webb rapportait du Groenland. On mesure, dans la correspondance qui s'ensuivit entre les participants, l'intérêt plus que fiévreux suscité au colloque par le récit de Legrasse, corroboré matériellement par la statuette, même si bien maigres en furent les mentions dans les publications officielles de leur association. Être précautionneux est le premier réflexe de ceux qui sont habitués à croiser occasionnellement l'imposture, voire la charlatanerie. Legrasse laissa cependant, pendant quelque temps en dépôt, la statuette au professeur Webb, mais elle a repris à la mort de ce dernier et elle est toujours en sa possession. C'est chez lui que je la vis moi-même à ma dernière visite. C'est en soi une chose terrible et sans conteste une réplique de la sculpture faite par le jeune Wilcox d'après son rêve. Que mon oncle ait été mis dans tous ces états par l'histoire du sculpteur ne peut me surprendre, mais quelle pensée pouvait lever ayant ainsi pris connaissance de ce que Legrasse avait appris de ce culte, après avoir découvert qu'un jeune homme ultra-sensible avait rêvé non seulement l'idole, mais les exacts hiéroglyphes de la statuette trouvée dans les marais ou du bas-relief diabolique du Groenland, et avait surpris dans ses rêves au moins 3 des mots précis de la formule partagée par la secte esquimaude et les métis de Louisiane. Que le professeur Angel ait instantanément commencé une enquête méticuleuse et scrupuleuse était tout naturel, même si je suspectais, moi, le jeune Wilcox d'avoir entendu parler de ce culte d'une façon indirecte et d'avoir inventé sa prétendue série de rêves pour en exciter et prolonger le mystère aux dépens de mon oncle. Les récits de rêves et les coupures de journaux rassemblés par le professeur en étaient bien sûr une corroboration très forte, mais le rationalisme de mon esprit et l'extravagance complète du sujet me conduisaient à adopter ce que je pensais être les conclusions les plus plausibles. Aussi, après avoir de nouveau étudié le manuscrit de près et corrélé ses notes théosophiques et anthropologiques avec le récit de Legrasse, je fis le voyage de Providence pour rencontrer le sculpteur et l'admonester comme je pensais devoir le faire, d'avoir si effrontément piégé un homme si savant.
Wilcox vivait à nouveau seul dans l'immeuble Fleur de Lys de Thomas Street, hideuse imitation victorienne de l'architecture anglaise du XVIIe siècle qui affichait sa façade de stuc au milieu des adorables maisons coloniales de la vieille colline à l'ombre du plus beau clocher, style Régence. Je le trouvais en train de travailler dans son studio et fus immédiatement convaincu, aux pièces que j'aperçus, que son génie était profond et authentique. Je crois qu'un jour, on entendra parler de lui comme un de nos grands décadents, et qu'il a cristallisé dans l'argile, comme il le fera un jour dans le miroir de marbre, ces cauchemars et imaginations qu'Arthur Machen évoque dans sa prose et que Clark Ashton Smith révèle dans sa poésie et sa peinture. Frêle, brun et d'aspect négligé, il se tourna à demi quand je frappais et s'enquit de ce qui m'amenait sans se lever. Quand je lui ai dit qui j'étais, il manifesta un peu d'intérêt. Mon oncle avait excité sa curiosité en cherchant à éclaircir ses étranges rêves, mais ne s'était jamais exprimé sur les raisons de sa recherche. De ce point de vue, je me gardais de lui en dire plus, mais tentais avec le plus de subtilité possible qu'il veuille bien se confesser. En peu de temps, je fus convaincu de sa sincérité absolue, tant il parlait de ses rêves d'une façon dont personne n'aurait pu se méprendre. Eux, et la trace qu'ils avaient laissée dans son subconscient, avaient profondément infléchi son art, et il me montra une sculpture morbide dont les contours me firent presque sursauter, tant était forte sa sombre suggestion. Il était incapable de se souvenir d'en avoir vu le modèle original, sinon dans ce bas-relief du rêve, mais les contours s'en étaient fixés d'eux-mêmes sous ses mains, aucun doute que ce soit une forme géante sur laquelle il s'extasiait dans son délire. Et il m'apparut clairement qu'il ne savait rien du culte caché, mon oncle l'ayant tenu à l'écart de son impitoyable catéchisme, et je tentais à nouveau de deviner de quelle façon il avait pu recevoir ces extravagantes visions. Il parlait de ses rêves d'une façon étrangement poétique, me permettant d'apercevoir dans une impressionnante clarté la ville cyclopéenne de pierres vertes, mouillées et visqueuses, dont la géométrie, disait-il, était toute de travers, et d'entendre mentalement, dans une attente effrayée, l'incessant appel du sous-sol. « Toulouftang, Toulouftang » des mots qui faisaient partie de ce terrible rituel qui parlait de cette vieille, par le rêve de Cthulhu, mort dans son caveau de pierre à Rayleigh, et ma croyance toute rationnelle fut impuissante tant mon émotion fut profonde. Wilcox, j'en étais sûr, avait entendu parler du culte d'une façon ou d'une autre, et l'avait en fait oublié dans la masse de lecture et d'imagination tout aussi folle. Plus tard, par la vertu d'un tempérament très impressionnable, il en avait retrouvé l'expression subconsciente dans ses rêves, dans le bas-relief et dans la monstruosité statue que je contemplais, et l'imposture envers mon oncle avait été faite en toute innocence. Ce jeune homme était d'un type comme légèrement maniéré ou maladivement affecté, que je n'avais jamais pu aimer, mais j'en savais assez maintenant pour admettre à la fois son génie et son honnêteté. Je pris congé de lui amicalement, en lui souhaitant tout le succès promis par son talent. Tout ce qui concernait ce culte continuait à me fasciner et je rêvais parfois d'une gloire personnelle à mes recherches sur son origine et ses connexions. Je me rendis à la Nouvelle-Orléans, parlai avec Legrasse et d'autres de leur ancienne équipée. Vis l'affreuse statuette et pus même interroger quelques-uns des métis qui avaient survécu en prison. Le vieux Castro, malheureusement, était mort depuis plusieurs années. Ce que j'entendais maintenant, aussi clairement que de première main, même si ce n'était qu'une confirmation détaillée de ce que mon oncle en avait transcrit, m'enflamma tout vif. Tant j'étais sûr que j'étais sur la piste d'une religion très ancienne, très secrète, très réelle, dont la découverte ferait de moi un anthropologue de renom. Mon comportement était encore d'un matérialisme absolu, souhaitant que cette passion me mène à son terme, et mésentimement, avec une quasi inexplicable perversité, la coïncidence des récits de rêves et des étranges coupures de presse rassemblées par le professeur Angel.
Une chose que je commençais à subodorer et que maintenant je craignais d'apprendre, c'est que la mort de mon oncle n'avait rien d'un accident. Il était tombé dans une étroite rue en pente, montant des anciens quais fréquentés par des métis étrangers, après avoir été brutalement poussé par un matelot nègre. Je n'avais rien oublié des traversées maritimes et des sans-mêlés adeptes du culte en Louisiane, et n'aurait été surpris d'apprendre l'existence de méthodes secrètes et de recettes de poison aussi impitoyables et anciennes que ces rites et croyances énigmatiques. Le Grasse et ses hommes, certes, n'avaient pas été menacés, mais en Norvège, un marin, qui avait été le témoin de certaines choses, était mort. Est-ce que le bruit de la minutieuse enquête de mon oncle, après avoir écouté les rêves du sculpteur et vu son œuvre, était parvenu à de sinistres oreilles? Je me mis à penser que le professeur Angel était mort parce qu'il en était venu à en savoir trop, ou bien qu'il allait bientôt en savoir trop. S'il en serait pour moi comme il en avait été pour lui, pour en avoir appris autant qu'il en savait, c'est ce qu'il faudrait savoir. Folie surgit de la mer. Si le ciel avait jamais voulu m'accorder une aubaine, quelle chance ça aurait été qu'il ne mette pas sous mes yeux une certaine liasse de papier égaré. Ce n'était en rien quelque chose sur quoi je serais naturellement tombé dans ma vie quotidienne, mais juste un vieux numéro d'un journal australien, le Sydney Bulletin, du 18 avril 1925. Il avait échappé même à l'agence de presse qui avait à l'époque rassemblé le matériel de recherche de mon oncle. Je me consacrais déjà entièrement à ce que le professeur Angel nommait le culte de Cthulhu, et rendait alors visite à un ami érudit de Paterson, New Jersey, conservateur d'un musée local et minéralogiste de renom. Y examinant un matin la réserve de spécimens bruts conservés sur des étagères dans la réserve du musée, je fus surpris par une image étrange dans un des vieux journaux étalés sous les pierres. C'était le Sydney Bulletin dont j'ai parlé, parce que mon ami avait des correspondants dans tous les pays imaginables à l'étranger, et je voyais la reproduction jaunie d'une hideuse figurine de pierre à peu près identique à celle que le Grasse avait trouvée dans les marécages. Dépliant et époussetant en hâte la feuille avec le précieux article, je le lus en détail et fus déçu de le trouver aussi bref. Ce qu'il suggérait était pourtant de prodigieuse importance pour mon enquête en cours, et pour commencer, je le découpais précautionneusement. J'y lus ceci. Une épave mystérieuse trouvée en mer. Le Vigilant est arrivé en Nouvelle-Zélande avec un yacht à la dérive en remorque, un survivant et un cadavre trouvé à bord. Récit d'un combat désespéré et de mort en mer. Le marin recueilli refuse tout témoignage sur son aventure. Une étrange idole trouvée en sa possession. Enquête à venir. Le cargo, le Vigilant, de l'armateur Morrison & Co, en provenance de Valparaiso, a accosté ce matin sur les quais de Darling Harbour, avec, en remorque, le yacht à vapeur Alert, de Dunedin, Nouvelle-Zélande, découvert le 12 avril par 34°21 de latitude sud et 122°17 de longitude ouest. Dévasté et hors d'état même si lourdement armé, avec un survivant et un cadavre à bord. Le Vigilant avait quitté Valparaiso le 25 mars, et le 2 avril fut considérablement dérouté au sud de son itinéraire par une tempête exceptionnellement grosse et des vagues monstrueuses. L'épave fut découverte le 12 avril, et bien qu'apparemment abandonnée, on constata l'existence à bord d'un survivant à demi délirant et d'un homme à l'évidence mort depuis une semaine au moins. Le survivant agrippait une horrible idole de pierre d'origine inconnue, d'environ 1 pied de haut, sur l'origine de laquelle les experts de l'université de Sydney et du musée de College Street ont confessé leur totale ignorance, et que le survivant dit avoir trouvé dans la cabine du yacht, dans un petit étui gravé de dessins banals.
Cet homme, une fois ses sens recouvrés, a raconté une histoire excessivement étrange de piraterie et de massacre. Son nom est Gustav Johansson, norvégien, parfaitement intelligent, et second quartier-maître sur le schooner de mât Emma d'Auckland, qui partit de Callao le 20 février avec un équipage de 11 marins. L'Emma, dit-il, fut retardé et dérouté loin vers le sud de son trajet par la considérable tempête du 1er mars, et le 22 mars, par une latitude de 49,51° et longitude ouest de 128,34°, croisa l'alerte aux mains d'une louche d'équipage, de canasques de basse-caste et à l'air mauvais. Soumis à l'injonction de faire demi-tour, le capitaine Collins refusa, sur quoi l'équipage bizarre commença à tirer sans sommation ni égard sur le schooner, avec la batterie de canons particulièrement puissant qui armait le yacht. Les hommes de l'Emma se résolurent au combat et quand, bien même, les schooners avaient commencé de sombrer après des tirs sous la ligne de flottaison, ils manœuvrèrent pour accoster le bord de leur ennemi, affrontant les sauvages directement sur le pont du yacht et, bien forcés de les tuer tous, leur nombre étant légèrement supérieur à cause de leur méthode de combat particulièrement odieuse et désespérée, plutôt que maladroite. 3 des hommes de l'Emma furent tués, dont le capitaine Collins et le premier maître Green, et les 8 qui y réchappèrent, sous le commandement du second maître Johansson, se mirent en état de naviguer sur le yacht capturé, revenant sur leur route initiale pour examiner quelles raisons légitimes il y avait eu à leur ordonner de faire demi-tour. Le jour suivant, semblait-il, ils atteignirent puis prirent terre sur une petite île que personne ne savait exister dans cette partie de l'océan, et 6 des hommes moururent sur son rivage. Quoique Johansson se révéla bizarrement réticent sur cette part de son histoire, disant seulement qu'ils étaient tombés dans une fissure des rochers. Plus tard, prétendit-il, lui et un compagnon regréèrent le yacht et se mirent en devoir de naviguer, mais furent happés par la tempête du 2 avril. De ce moment, jusqu'à leur sauvetage, le 12, l'homme semble se souvenir de très peu, notamment comment mourut son compagnon, William Bidon. L'autopsie de Bridon ne révéla aucune cause apparente du décès, probablement due au surcroît d'émotions et ce qu'ils avaient traversé. Un télégramme reçu de Dunedin établit que l'alerte était bien connue là-bas comme caboteur d'île en île, mais de la plus déplorable réputation sur la côte. Il était la propriété d'un curieux groupe de la plus basse caste, dont les fréquentes assemblées et excursions de nuit dans les forêts n'étaient pas sans attirer la curiosité, et ils avaient mis à la voile en grande hâte juste après la tempête et le tremblement de terre du 1er mars. Notre correspondant à Auckland atteste de l'excellente réputation de l'Emma et de son équipage, et décrit Johansson comme un homme sobre et sain. L'amirauté a décidé qu'une enquête sur la totalité de l'affaire commencera demain et que tous les efforts seraient tentés pour inciter Johansson à parler plus librement qu'il ne l'a osé pour l'instant. C'était tout, avec la reproduction de l'image hideuse, mais quel ébranlement d'idées cela leva dans ma tête. C'était soudain tout un monde de données supplémentaires sur le culte de Cthulhu, et la preuve qu'il disposait de sectateurs aussi bien en mer que sur terre. Quel motif poussait cet équipage bâtard à ordonner à l'Emma de faire demi-tour, et quel lien avec leur monstrueuse idole? Quelle était cette île inconnue sur laquelle moururent 6 des hommes d'équipage de l'Emma et à propos de laquelle Johansson entretenait un tel secret? Qu'était-il résulté de l'enquête évoquée de l'amirauté et que savait-on de l'odieux culte à Dunedin? Et, le plus merveilleux de tout, quelle surprenante et surnaturelle coïncidence de date donnait une signification pernicieuse et désormais indéniable à la conjonction d'événements si divers, scrupuleusement établis par mon oncle. Le 1er mars, notre 28 février en tenant compte du méridien international, vinrent le tremblement de terre et la tempête. À Dunedin, l'Alter et son immonde équipage s'embarquaient en hâte et comme pris d'une impulsion soudaine, tandis que de l'autre côté de la terre,
poètes et artistes commençaient à rêver d'une cité cyclopéenne étrange, froide, humide, et qu'un jeune sculpteur extrayait de son sommeil la figure terrifiante de Toulouse. Le 23 mars, l'équipage de l'EMA débarquait sur une île inconnue qui prendrait 6 des leurs. Et à cette même date, les rêves des plus sensibles atteignaient une crête de netteté et vigueur, et l'ombre effroyable d'un monstre géant les poursuivit dans la nuit, alors qu'un architecte devenait fou et que le sculpteur basculait soudain dans le délire. Et quoi de cette tempête du 2 avril, la date à laquelle cessèrent tous les rêves de la cité engloutie et que Wilcox émergea tout frais des fers de son étrange fièvre? Qu'est-ce que tout cela, et ces allusions du vieux Castro à ces traits anciens, nés des étoiles plus englouties, et à leur règne à venir, leur culte excessif, exclusif, et leur maîtrise du rêve? Est-ce que je chancelais déjà sur le rebord d'horreur cosmique qu'il était au-delà du pouvoir de l'homme de supporter? Et si c'était le cas, ces horreurs étaient-elles pure émanation de l'esprit, puisqu'en quelque sorte le 2 avril avait mis un terme à cette monstrueuse menace qui assiégeait les âmes humaines? Le soir même, après une journée de câbles et d'arrangements dans l'urgence, je fis mes adieux à mon hôte et pris le train pour San Francisco. En moins d'1 mois de mer, j'étais à Dunedin, où pourtant, je n'en découvris que très peu sur les adeptes qui avaient hanté les tavernes du port. La racaille des quais était beaucoup trop habituelle pour en faire mention spéciale, même s'il y avait des vagues rumeurs d'un voyage qui avait fait ces bâtards dans l'intérieur de l'île, pendant lequel on aperçut et entendit depuis les collines le feu rouge d'un incendie et des bruits assourdis de tambours. À Auckland, j'appris qu'après un interrogatoire superficiel et incomplet à Sydney, alors que ses cheveux blonds étaient devenus blancs, Johansson avait vendu sa petite maison de West Street et, avec sa femme, était retourné dans leur première patrie, à Oslo. De son hallucinante expérience, il n'avait jamais dit plus à ses amis que ce qu'il avait déclaré à l'amirauté, et ils ne purent m'aider qu'en me donnant son adresse en Norvège. Je continuai ensuite jusqu'à Sydney et interrogeai sans profit les marins et les enquêteurs de la vice-amirauté. Sur le quai circulaire de Sydney Cove, je retrouvai l'alerte, revendue et remis en service commercial, mais ne pus rien obtenir concernant son détournement pirate. L'image accroupie, à tête de sèche, corps de dragon, aile écailleuse, sur son piédestal de hiéroglyphes, était à l'abri dans le musée de Hyde Park. Je pus l'étudier de près à mon aise, la découvrant d'un artisanat à la fois exquis et sinistre, et le même mystère profond d'une antiquité insondable, lié à l'étrangeté supraterrestre de cette matière que j'avais reconnue être la même que celle de Legrasse, plus petite. Une énigme prodigieuse pour les géologues, me dit le conservateur, parce qu'ils ne connaissent pas de roches comme celle-ci sur Terre, et je repensais, en tremblant, à ce que le vieux Castro avait dit à Legrasse concernant l'origine des grands anciens. Ils viennent des étoiles et ont apporté leurs images avec eux. Secoué par une révolution mentale que je n'avais jamais connue auparavant, je me résolus à rendre visite au quartier maître Johansson à Oslo. M'embarquant pour Londres, j'en repartis aussitôt pour la capitale de la Norvège, et un beau jour d'automne, je pris pied sur les pontons effilés à l'ombre de l'Eksberg. L'adresse de Johansson, me dit-on, m'envoyait dans la vieille ville, dite King Harold Haradra, qui conserva en vie le nom d'Oslo pendant tous les siècles où on affubla cette grande ville du nom de Christiana. Je fis le bref trajet en taxi et frappai, le cœur battant, à la porte d'un immeuble ancien mais très propre, à la façade de stuc. Vint m'ouvrir une femme au visage défait, habillée de noir, et quelle déception cinglante quand elle me dit d'un anglais hésitant que Gustav Johansson n'était plus. Il n'avait que peu survécu à leur retour, me dit sa femme, tant l'affaire de 1925 l'avait détruit. Il n'avait jamais dit plus, à elle non plus, que ce qu'il avait exprimé en public, mais avait laissé un long manuscrit, des éléments techniques, me dit-elle, écrits en anglais, évidemment, dans le but de la protéger des dangers d'une lecture approfondie.
Pendant son habituelle promenade dans une ruelle étroite près des quais de Göteborg, une charge de papier tombée d'une fenêtre en hauteur l'avait abattu. Deux rudes matelots l'avaient immédiatement aidé à se remettre sur ses pieds, mais avant que l'ambulance arrive, il était mort. Les médecins ne purent trouver de réelle cause au décès. Ils l'attribuèrent à une crise cardiaque et une constitution éprouvée. Excusez-moi pour vos oreilles. Je me sentis tenaillé jusqu'au sang par le fait que cette noire terreur ne me lâcherait plus jamais, moi non plus, même au repos, accidentellement ou pas. Je persuadai la veuve que mon lien à son mari tenait justement à ces éléments techniques, et que c'était un motif suffisant pour me confier le manuscrit que je mis à l'abri et commençai à lire, désembarqué sur le paquebot de Londres. C'était un récit tout simple, et parfois radoteur, l'effort naïf d'un marin de tenir un journal rétrospectif, luttant pour se souvenir jour par jour ce dernier et affreux voyage. Je ne peux pas tenter de le transcrire mot à mot, dans toutes ses approximations et redondances, mais de son contenu, je peux faire récit et montrer pourquoi le bruit même de l'eau le long de la coque du navire m'était devenu si insupportable à endurer que je dus me bourrer les oreilles de coton. Johansen, Dieu merci, fut loin de tout découvrir, même quand il vit la vieille ville et la chose. Mais moi non plus, je ne pourrai plus jamais dormir, calmement, quand je pense à ces horreurs qui guettent à jamais sous nos vies, dans le temps et dans l'espace, et à ces blasphèmes sans nom venus d'étoiles disparues, et qui rêvent sous la mer, reconnus et honorés par un culte de cauchemar prêt, et même impatient, de les lancer à l'assaut du monde, jusqu'à ce qu'un nouveau tremblement de terre redresse à nouveau la monstrueuse cité de pierre face au soleil. Le voyage de Johansen venait juste de commencer, et c'est ce qu'il avait rapporté à la vis amirauté. L'Emma, portant seulement du lest, avait quitté Auckland le 20 février, ressenti de plein fouet la tempête provoquée par le tremblement de terre qui libéra du fond de la mer les horreurs qui avaient envahi les rêves des hommes. Une fois qu'ils en eurent repris le contrôle, le navire filait bonne route quand, le 22 mars, il fut intercepté par l'Alert, et on sentait la peine du quartier-maître tandis qu'il décrivait les coups de canon et le naufrage. De leurs ennemis à la peau basanée affrontés sur l'Alert, ils parlaient avec une horreur significative. Il y avait dans leur comportement quelque chose de si singulièrement abominable que les détruire avait semblé presque un devoir, et Johansen se révéla presque naïf en rapportant la brutalité du combat pendant les interrogatoires de la commission d'enquête. Puis, une fois maître du yacht capturé, sous le commandement de Johansen et poussé par leur curiosité, ils découvraient à l'horizon, par 47,9 de latitude sud et 126,43 de longitude ouest, un énorme pilier de pierre dressé hors de la mer, puis, en l'approchant, la côte mêlant bouse, vase et pan visqueux de maçonnerie cyclopéenne qui ne pouvait être rien d'autre que la tangible substance de la plus extrême terreur sur Terre, le cauchemar de Riley. Ville cadavre, fondée dans des éternités sans âge, par ses formes géantes et néfastes, tombées de la nuit des étoiles. Là reposait Cthulhu parmi ses hordes cachées, dans les grandes cavernes boueuses, et émettant enfin, après d'incalculables cycles, les pensées qui rongeaient de peur les êtres les plus sensibles et appelaient impérativement à leur rite de libération et restauration leurs adeptes. Rien que Johansen ait pu suspecter, mais Dieu sait qu'il en vit bientôt au-delà du supportable. Je suppose que seul le haut de l'éminence, la hideuse citadelle couronnant le monolithe, où est enterré le grand Cthulhu, émergea à cet instant du gouffre de l'océan. Que j'essaie d'imaginer ce qui doit exister au-dessous me pousserait immédiatement à la mort. Johansen et ses hommes furent saisis de terreur par la majesté cosmique de cette Babylone ruisselante des anciens démons et durent deviner, sans autre explication, que rien de cela n'était censé, ni sur cette terre, ni sur aucune autre planète. Frappés par la taille incroyable des blocs de pierre verte, par la hauteur vertigineuse des grands monolithes sculptés et par la stupéfiante apparence des statues colossales et des bas-reliefs tels que ceux de la troublante statuette trouvée dans la cabine de l'Alert, c'était visiblement
et c'était visible et poignant dans chaque ligne de la description terrifiée du marin. Sans rien savoir de ce à quoi ressemblait le futurisme, Johansen en construit une image très proche quand il parle de la ville. Par exemple, quand il décrit l'architecture des bâtiments et ne parle de l'impression générale de ces vastes surfaces de pierre lisse et de leur angle, surface trop grande pour appartenir à quoi que ce soit d'existant ou de propre à ces terres, et impie de toutes ces horribles images et hiéroglyphes. Je mentionne sa réflexion sur les angles parce que cela correspond à quelque chose que m'avait dit Wilcox de ses rêves terrifiants. Il avait dit que la géométrie du lieu, vue en rêve, était anormale, non euclidienne, et lui évoquait détestablement des sphères d'une dimension à part de la nôtre. Et là un marin illettré, exprimant la même chose alors qu'il était face à la terrible même réalité. Johansen et ses hommes débarquèrent sur la rive en pente boueuse de la monstrueuse acropole et se hissèrent sur les blocs titanesques, visqueux et glissants qui jamais n'avaient été une rampe pour les mortels. Et même le vieux soleil de notre ciel semblait distordu maintenant qu'il le voyait dans la polarisation des miasmes émanant de cette perversion trempée de mer, et tout devenait menace et attente guettant sourdement dans ces angles fuyants des rocs sculptés où le regard découvrait maintenant des convacités à ce qu'il avait d'abord cru convexe. Une sorte de peur froide s'était emparée des explorations avant même d'avoir vu autre chose que des rochers, de la boue et de la vase. Et chacun d'entre eux se serait enfui s'il n'était pas agi de sa fierté devant les autres, et c'est indécis et irrésolu qu'il cherchait, vainement comme cela fut prouvé, trésor ou souvenir à s'emparer. C'est Rodriguez, un Portugais, qui le premier prit pied sur le monolithe et leur cria ce qu'il avait trouvé. Les autres le suivirent et regardèrent stupéfaits l'immense porte sculptée avec le bas-relief portant l'écailleux dragon qui leur était devenu familier. C'était, dit Johansen, comme une porte de grange, et tous comprirent que c'était une porte à cause de son linteau ornementé avec un seuil et deux montants pour l'encadrer, même s'ils ne purent décider si cela reposait à plat, comme le couvercle d'une trappe, ou de biais, comme le volet d'une lucarne. Comme Wilcox l'avait exprimé, la géométrie de tout le lieu paraissait fausse. On n'aurait même pas été sûr que la mer et le sol étaient à l'horizontale, tant la position relative de tout le reste semblait fantasmatiquement variable. Briden tenta de peser sur la pierre à plusieurs endroits, sans résultat. Ensuite, Donovan palpa précautionneusement les bords appuyant séparément en chaque point à mesure qu'il progressait. Il montait interminablement le long de grotesques sculptures de la pierre, ce qu'on appellerait grimper si la pierre n'était pas, somme toute, horizontale. Et les hommes se demandèrent comment aucune porte dans l'univers pouvait être aussi grande. Enfin, très doucement et lentement, le panneau plus grand qu'un champ commença à s'entrebâiller vers le haut, et ils comprirent comment il basculait. Donovan se rejeta en arrière et glissa ou retomba le long du montant et rejoignit ses camarades, et tous regardèrent l'étrange recul du monstrueux portail sculpté. Et dans l'anomalie ou l'illusion de cette prismatique distorsion, il se déplaçait en diagonale, comme si toutes les règles et lois de la perspective étaient renversées. L'ouverture était noire, mais d'un noir presque matériel. L'obscurité leur était même un avantage, parce qu'elle occultait le volume au point de ne pouvoir distinguer les murs intérieurs, d'où jaillit la fumée d'un emprisonnement sans âge, faisant disparaître le jour dans une masse battante d'ailes membraneuses, recouvrant le ciel de leur gibbosité. L'odeur qui levait des bas-fonds soudains, entr'ouverts, était intolérable, et Hawkins fut le plus preste à entendre, là en bas, un son
dégoûtant et amorphe. Tout le monde écouta, et ils écoutaient encore, quand il surgit, baveusement, à leur vue, et hissa à tâtons son immensité verte et gélatineuse à travers la porte noire, dans l'air trouble et empoisonné du dehors, sur cette cité de folie. La main du pauvre Johansen tremblait encore quand il l'écrivait. Des 6 hommes qui ne revinrent jamais au navire, il pense que 2 périrent en cet instant, de leur seule peur. La chose, il ne put la décrire, il n'y a pas de langage pour de tels abîmes de démence hurlante et immémoriale, la contradiction surnaturelle de toute matière, force, ordre cosmique, une montagne qui marche ou qui sombre, Dieu. Comment s'étonner que, de l'autre côté de la terre, un grand architecte en soit devenu fou et que le pauvre Wilcox se soit mis à délirer dans la fièvre dans son lien télépathique. La chose des idoles, la verte et épaisse progéniture des étoiles, s'était réveillée pour réclamer son dû. Les étoiles étaient de nouveau alignées, et ce qu'un culte immémorial, dont c'était le dessein, n'avait pas réussi à faire, une brochette de marins innocents l'avait fait par accident. Après des millions d'années, le grand Cthulhu était libre de nouveau, avide de son plaisir. 3 hommes furent déchirés par les griffes flasques avant qu'il ait fait demi-tour. Dieu les protège. S'il y a quelque protection dans l'univers, c'était Donovan, Guerrera et Angstorm. Parker glissa, tandis que les 3 autres dévalaient frénétiquement le dédale sans fin des roches vertes et visqueux jusqu'au bateau, et Johansen suppose qu'il s'était empalé sur un de ces angles du muraille qui n'aurait jamais dû être là, un angle qui était aigu, mais qui leur paraissait obtus. Et c'était ainsi que seuls Bridden et Johansen atteignirent le bateau et repoussèrent désespérément l'alerte, tandis que la montagne monstrueuse s'abaissait jusqu'aux pierres glissantes, mais hésitait là où commençait l'eau. La pression de vapeur n'était pas retombée entièrement, en dépit de tout équipage descendu à terre. Et ce ne fut l'affaire que de quelques instants fiévreux entre roue et machine pour remettre l'alerte en mouvement. Lentement, au milieu des horreurs distordues de cette scène indescriptible, où le bateau commença à faire bouillonner les eaux létales, et sur les murailles de cette rive de chair qui n'était pas de notre terre, la titanesque chose des étoiles bavait et hurlait, comme Polyphème maudissant le bateau fuyant de l'Odyssée. Alors, plus hardi que le cyclope de l'histoire antique, le grand Cthulhu se glissa visqueusement dans les eaux et commença à les poursuivre, levant des vagues d'une puissance cosmique. Bridden se retourna et devint fou, riant d'une voix stridente et continuant de rire par hoquet jusqu'à sa mort, une nuit dans la cabine, tandis que Johansen divaguait sans plus de raison. Mais Johansen n'en avait pas terminé. Sachant que la chose pourrait sûrement rattraper l'alerte, même avec la vapeur poussée à fond, il se résolut à tenter sa chance, une chance désespérée, et mettant le moteur à pleine vitesse, il remonta comme l'éclair sur le pont et inversa la rotation des roues. Il y eut un énorme remous d'écume dans l'eau, immonde, et comme la pression montait de plus en plus, le courageux Norvégien braqua son vaisseau proue devant contre la masse molle qui se levait au-dessus du bouillonnement sale, comme la poupe d'un galion diabolique. L'affreuse tête, avec ses tentacules, qui s'agitait surplomba la beaupré du robuste yacht, mais Johansen maintint ferme sa barre. Il y eut une explosion, comme d'une vessie qui éclate, quelque chose de dégoûtant qui fond, comme un poisson pourri qu'on crève, une puanteur comme 1000 tombes ouvertes à la fois, et un son que le chroniqueur n'oserait pas retranscrire sur le papier. Pendant un instant, le bateau fut sali d'un nuage vert, âcre et aveuglant, et puis il n'en resta à l'arrière qu'un bouillonnement venimeux. Dieu merci, la forme plastique de ce rejet, sans nom du ciel, se recomposait dans la nébuleuse de son haïssable forme originelle, tandis que chaque seconde, la vapeur impétueuse augmentait sa distance d'avec le yacht. Ce fut tout. Après, il ne faisait que ruminer sur l'idole dans la cabine, des considérations sur comment trouver à se nourrir à bord et sur le rire maniaque qui continuait à ses côtés. Il n'essayait même pas de garder un cap une fois le navire lancé,
tant la réaction désormais envahissait sa tête. Alors survint la tempête du 2 avril, et tout ce brouillard dans ses perceptions conscientes. Plus rien que la sensation d'un tourbillon spectral dans des golfes d'infinité liquide, et le vertige de plonger hystérique depuis les abîmes jusqu'à la lune, et de la lune à nouveau vers les abîmes, tout cela dans l'hallucination de cœurs entiers des rires fous et distordus des anciens dieux et la moquerie de lutins barbares, verts et ailés. Et de ce cauchemar, survint le secours, le vigilant, les enquêteurs et la vice-amirauté, les rues de Dundun, enfin le long voyage de retour jusqu'à la vieille maison sous le mont Edberg. Il ne pouvait parler de rien, sauf à devenir fou. Il écrirait ce qu'il savait avant que la mort le prenne, mais sa femme ne devrait rien en deviner. La mort serait son aubaine seulement s'il avait pu auparavant effacer ses souvenirs. C'était le document que je lisais, et que j'avais désormais placé dans la mince boîte avec le bas-relief et les papiers du professeur Angel, et les rejoindra mon propre compte-rendu, cette mise à l'épreuve de ma propre santé mentale. Et ce qu'ici j'inclus ne sera jamais, j'espère, à nouveau dispersé. Il m'a été donné de voir, en une fois, ce que l'univers recelait de pire horreur, et même l'air du printemps et les fleurs de l'été me semblaient désormais contaminés par un poison. Et je n'imagine pas que ma vie puisse être longue. Comme mon oncle parti, comme le pauvre Johansson parti, ainsi partirai-je, j'en sais trop, et le culte demeure. Il vit encore. Cthulhu. Je suppose, dans cette chasse de pierre qu'il a enfermée depuis l'enfance du soleil, sa cité maudite, à nouveau assombrée, et se fut vérifiée par le vigilant qui se rendit sur les lieux après la tempête d'avril. Mais ses représentants sur terre tuent et mutilent, et s'extasient encore dans les lieux solitaires devant les monolithes supportant leur idole. Il fut sans doute piégé par le nouvel engloutissement dans les abysses obscurs, ou sinon le monde serait déjà hurlant de peur et de folie. Qui en saura la fin ? Ce qui se levait doit tomber, et ce qui a sombré doit se relever. Une répugnante entité attend et rêve dans les profondeurs, et la pourriture en rejoint les villes précaires des hommes. Ce temps vient, mais je ne dois pas et n'ose pas y penser. Je prie seulement, au cas où je ne me survive pas à ce manuscrit, que mes exécuteurs fassent passer la prudence avant le risque, et s'efforcent qu'il ne tombe sous aucun œil.